Il y a 2 types de remote. Le remote que vous faites depuis votre jardin. Donc en fait, vous contrôlez votre setup à distance, mais depuis votre canapé ou depuis chez vous, donc vous n'êtes pas loin et vous pouvez avoir soit un poste fixe, donc carrément vous créez un petit observatoire dans votre jardin par exemple, ou un poste semi-fixe avec une colonne que vous auriez installée sur votre terrasse, ou simplement mobile avec un trépied de télescope classique. Le deuxième type de remote, c'est le remote dans un observatoire ou en tout cas le fait d'avoir votre setup à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de vous. Et donc là, la différence, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas accéder physiquement à votre matériel. Contrairement à s'il est dans votre jardin, bon bah si vous avez un problème, si vous devez brancher, débrancher, etc., bah vous avez quelques mètres à faire et vous pouvez accéder au matériel. Et donc ça change beaucoup de choses. Dans cette vidéo, on va parler de la deuxième catégorie, donc vraiment du full remote. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est le remote à la maison ou en nomade, c'est-à-dire piloter votre télescope mais en n'étant pas loin, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, notamment sur l'utilisation de la VR, et je vous mettrai les liens dans la description si vous êtes plutôt intéressé par ça. Donc là, on va parler du vrai remote, donc d'aller installer votre matériel à un endroit loin de chez vous et de le contrôler depuis chez vous. Donc pour ça, on va voir ensemble le matériel, les logiciels et toutes les différentes choses pour pouvoir faire du remote, y compris le choix de l'observatoire où on va laisser son matériel. Donc justement, le matériel, parlons-en pour démarrer. Donc de quoi vous avez besoin? Juste avant de continuer, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc je vous ai créé une fiche récap qui vous récapitule toutes les infos, tout le matériel, le lien vers tous les matériels que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors déjà, vous avez tout ce qui est setup classique d'astrophoto, donc le télescope ou la lunette. Là, il n'y a rien de particulier, hein, il n'y a pas de critères en plus, ça reste de l'optique. Ensuite, la caméra astro. Là, idéalement, vous voulez avoir une caméra refroidie. Alors, petite précision, là, je parle vraiment astrophoto, ciel profond. Donc, vous voulez avoir une caméra refroidie, pourquoi? Quand on se lance dans le remote, on a un objectif de shooter pas mal et de qualité. Le matériel qu'on va acheter, la location de l'emplacement, etc., ça a un certain tarif. Donc, on va quand même, dans une logique, prendre un matériel bon, voire très bon. Pas obligé d'avoir du matériel professionnel, du matériel même amateur, mais un minimum bon, c'est bizarre à dire, pour que ce soit quand même cohérent. Donc du coup, le refroidissement de la caméra, ça fait partie des gros critères pour la qualité des photos. Donc c'est assez logique. Le fait que la caméra soit refroidie, ça a un autre avantage, c'est que ça va vous permettre de gérer les darks bien plus facilement. De toute façon, votre caméra sera toujours à la même température, donc ça se gère très bien. Vous faites une fois vos darks à la température qu'il faut, plusieurs fois si vous avez des réglages de temps de pause ou de gain différents, et c'est fini. Le troisième élément, c'est la monture. La monture, rien de particulier, mais il y a quand même une recherche de stabilité et surtout de fiabilité de la monture. C'est pour ça que vous allez voir que dans les observatoires, on a quand même généralement des montures correctes, des bonnes montures. Vous ne voulez pas vous retrouver avec des problèmes de monture, un suivi qui est pas bon. Vous voulez éviter ça. Donc voilà, prendre une monture au minimum bonne. En observatoire avec moi, il y a beaucoup de grosses montures, type 10 microns par exemple. Mais il y a aussi les Harmonic Braille, les AM5, AM3 de ZWO. Et il y a aussi quelques EQ6 qu'on connaît bien. En dessous de ça, on a l'HEQ5. Pourquoi pas si le setup est vraiment petit. Idéalement, il faudrait changer la courroie pour vraiment avoir un bon guidage sur l'HEQ5. Mais voilà, rien de particulier. Évidemment, faites gaffe à la charge. Ne soyez pas proche de la limite de charge parce que vous le savez, en astrophoto, le suivi est hyper important. Donc le choix de la monture par rapport au reste de votre setup est super important. Donc vous voulez vraiment pas avoir une monture qui a du mal. Ensuite, autre élément, le PC. Forcément, il va vous falloir un ordinateur pour contrôler tout le matériel. Puis ce que vous ferez, c'est qu'avec votre ordinateur à la maison, vous allez vous connecter à distance sur l'ordinateur qui est sur votre setup. Là, on a plusieurs options pour cet ordi. Lazier ne fonctionne pas. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Lazier n'est pas suffisant pour faire du full remote. Il lui manque des fonctionnalités, notamment pour le démarrer et l'éteindre à distance. La gestion d'accessoires comme le capuchon qui permettent d'ouvrir et de fermer le cache du télescope. Hein. C'est pour ça que moi, avant de faire du remote, pendant plusieurs années, j'étais sur Lazier.
mais j'ai dû dire bye bye à l'Asier, enfin le laisser juste pour la maison. Et à côté de ça, j'ai pris un Eagle. Donc l'Eagle, c'est un PC Windows, c'est un peu la solution tout en un, mais qui coûte cher avec tous les ports, tous les trucs qui vont bien. C'est pas la seule option. Vous pouvez aussi prendre un mini PC Windows normal. Si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai fait une vidéo justement qui compare l'Azier, l'Eagle et un mini PC pour contrôler votre setup Astrophoto. Je vous mets le lien dans la description. Et ensuite, on a tous les accessoires habituels. Donc le moteur de mise au point, évidemment, là c'est plus une option. Vous devez avoir un moteur de mise au point pour pouvoir faire la mise au point à distance. Donc ça peut être l'EF de ZWO, le moteur de mise au point de Pegasus, de Primaluce Lab, enfin bref, peu importe, mais il vous en faut un. La roue à filtre, si vous avez une caméra monochrome, évidemment obligatoire. Et même si vous avez une caméra couleur, si vous avez deux filtres, par exemple un filtre anti-pollution lumineuse et un filtre pour le narrowband, bah vous ne serez pas à côté pour faire votre changement de filtre. Donc il vous faudra une roue à filtre. Et l'autoguidage, là aussi, là rien de particulier, c'est tout pareil, que ce soit lunettes guide avec caméra guide ou OAG et caméra guide. Rien de particulier par rapport au remote. Idéalement, surtout si vous avez un OAG, prenez une bonne caméra guide. Ce que j'entends par bonne, c'est bien sensible, que vous galériez pas dans certaines zones où il y a moins d'étoiles, par exemple, que vous ne galériez pas à faire votre guidage parce que ce serait super frustrant. Maintenant, en plus de ce setup classique qu'on a l'habitude d'utiliser, il va vous falloir du matériel en plus pour le remote. Premier truc, j'en parlais juste avant, justement, c'est un moyen électronique de pouvoir ouvrir ou fermer le capuchon de votre télescope. C'est tout bête, mais ce simple geste d'enlever, de remettre le cache du télescope, vous ne pourrez pas le faire. Donc, il existe des systèmes, comme je disais, électroniques, en fait, avec un petit moteur qui va permettre d'ouvrir et de fermer le cache. C'est pas obligatoire. Certains, les télescopes qui ont des très grands diamètres, ils n'ont pas ce système-là. Ça sert à plusieurs choses. La première chose, c'est à éviter que la poussière vienne arriver sur votre optique. Donc justement, ça protège l'optique. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre à vous faire vos fichiers de calibration, que ce soit les dark pour fermer le cache ou que ce soit les flats, parce que généralement, en fait, le capuchon fait capuchon, donc pour fermer, / boîte à flat. En fait, vous avez un écran lumineux blanc intégré qui peut s'illuminer avec plusieurs puissances que vous pouvez régler dans un logiciel, justement pour faire vos flats. Donc comme je disais, les télescopes qui n'ont pas, qui ont un trop gros diamètre, donc n'ont pas ce système-là, parce qu'évidemment, plus vous avez un grand diamètre, plus le système va être cher, ils vont être généralement mis en position horizontale, en position parking, de manière à ce qu'il y ait le moins de poussière qui rentre dans le télescope. Alors c'est pas 100% obligatoire ce système-là, vous pourriez quand même faire du remote et ne pas en avoir, mais malgré tout, je vous conseille d'en prendre un. Sinon, rien que l'histoire de la poussière, vous allez devoir demander à la personne qui gère l'observatoire de nettoyer régulièrement votre optique, donc ça peut être un peu embêtant. Et puis, encore une fois, pour les fichiers de calibration, c'est pas mal. Moi, celui que j'ai, c'est celui de chez Wanderer Astro. J'utilise depuis plusieurs mois. J'en suis satisfaite. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Je croise les doigts pour que ça continue. Attention, par contre, au diamètre qui est indiqué. Prenez un peu plus large que votre diamètre de télescope parce que l'écran illuminé blanc, en fait, il fait pas tout à fait la taille du capuchon. Le deuxième accessoire que vous pourriez prendre en plus, c'est un rotateur de champ. En fait, c'est pour faire la même chose que si vous tourniez manuellement la caméra à l'arrière de votre télescope ou de votre lunette pour faire tourner votre champ. Je prends souvent l'exemple de la nébuleuse de la Californie, qui est une nébuleuse en longueur. Si vous avez un champ comme ça, rectangulaire, et que votre nébuleuse, elle passe comme ça, c'est pas terrible, ça fait un truc un peu bizarre, vous l'aurez peut-être pas forcément en entière, vous voulez l'avoir dans le bon sens. C'est pour ça que c'est intéressant, un rotateur. C'est clairement pas obligatoire. Moi, j'en ai pris un que j'ai pas reçu de suite et j'ai fait une fois une rotation de champ pour un astre. Je sais même plus exactement lequel c'est, mais voilà, vous pouvez clairement vous en passer. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de pas en prendre un au début. Et si vous voyez que c'est quelque chose qui vous manque, à la limite, vous pouvez toujours le racheter, le rajouter sur votre setup après. Autre matériel vraiment dédié au remote, c'est les caméras de surveillance. En fait, c'est de racheter une petite caméra pour surveiller votre setup. Parce qu'en fait, quand vous faites de l'astrophoto en remote, c'est très très perturbant au début, c'est que vous êtes à l'aveugle. Vous allez contrôler tout ça dans votre logiciel, Nina par exemple, le logiciel on en reparle un peu après, et du coup vous faites un go-to par exemple, mais vous voyez pas ce qui se passe. Donc ça peut être super dangereux
S'il y a un problème, au moins si vous le voyez là avec la caméra, certes vous n'êtes pas à côté pour faire grand-chose, mais vous pouvez au moins appuyer sur des boutons, par exemple pour arrêter la monture ou des trucs comme ça. Donc encore une fois, caméra de surveillance, pas 100% obligatoire, mais vivement, vivement conseillé. Ensuite, autre truc obligatoire cette fois, bah, c'est une colonne fixe. Là, de toute façon, généralement, vous n'aurez pas le choix dans les observatoires, c'est comme ça, c'est qu'on ne va pas utiliser des trépieds. Pourquoi? Bah, parce que ça va bouger au fil du temps, en fait. Les trépieds, ils ne sont pas ancrés dans le sol. Là, les observatoires, généralement, ils créent des pieds fixes, vraiment ancrés dans le sol de manière solide. Ça fait tout simplement une colonne. Et comme ça, c'est super stable, super solide. Et on en reparle après, c'est très avantageux pour la mise en station. Généralement, ces colonnes-là sont fabriquées directement par les observatoires. Parfois, c'est compris dans le prix du premier mois, parfois non. Donc, vous pouvez la payer, mais eux vont s'en occuper. Pourquoi? Parce que ça va être fait sur mesure. En tout cas, dans l'observatoire où je suis, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre setup, vous avez la hauteur du toit et en fonction de la taille de votre setup, bah, ils vont faire une colonne pour combler, de manière à ce que votre télescope arrive à la bonne distance pour avoir tout le ciel, mais en même temps que ça touche pas le toit. Dans mon cas, par exemple, j'ai un setup qui est assez petit, donc du coup, ils m'ont fait vraiment une grande colonne. Ensuite, autre accessoire, là aussi, c'est pas obligatoire, mais généralement, les observatoires vont fortement vous les conseiller. C'est des batteries UPS. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse batterie de secours qui va vous servir si jamais il y a un problème avec le courant. Que ce soit une panne de courant ou que ce soit un problème au niveau de la stabilité de la tension, par exemple. Ça va, grosso modo, permettre de protéger votre matériel s'il y a un problème de courant. Enfin, dans mon cas particulier, et je vous le donne, j'ai la monture ZWO M5. Si jamais vous prenez cette monture-là, il a fallu que je rachète un réhausseur parce qu'en fait, la manière dont la colonne est faite, enfin, il n'y a pas que la colonne sur mon setup, il y a aussi une plateforme et du coup, la monture est trop petite et ça n'aurait pas été. Donc, j'ai rajouté un réhausseur entre la colonne et la monture. Et j'ai aussi rajouté une barre de contrepoids et un contrepoids qui n'est pas obligatoire pour la M5, mais qui m'a permis de bien stabiliser mon setup. Enfin, dernière chose pour conclure cette première partie sur le matériel, attention, point très important, un des points les plus dangereux, c'est les câbles. Vraiment, avoir un setup en remote, il faut vraiment réfléchir à la gestion des câbles et faire quelque chose de propre, sinon vous pouvez péter votre matériel. Qu'est-ce qu'il faut? Avoir des câbles courts, mais pas trop. Moi, ce que j'ai fait, mon optique, même quand j'étais à la maison, c'est que je veux garder le maximum de câbles sur le télescope. Comme ça, quand le télescope bouge différemment en fonction de la monture, bah, mes câbles, eux, ne bougent pas. Tout reste fixe, tout reste compact. Vous voulez bien organiser vos câbles, notamment par exemple avec des passe-câbles. Et évidemment, une fois que votre télescope est installé, il faut faire pas mal de tests. Bouger votre monture dans tous les sens possibles, mettre le télescope dans toutes les positions dans lesquelles il pourrait être et regarder comment les câbles se comportent. C'est pas forcément le plus fun, ça prend du temps, mais c'est vraiment important. Alors, au niveau des logiciels, évidemment, il va commencer par vous falloir un logiciel pour contrôler votre télescope qui est sur le setup à distance. Donc là, à l'observatoire où je suis, c'est Splashtop qui est utilisé. Donc voilà, et là, je me connecte donc sur mon Windows qui est en Espagne. Donc là, je suis sur le Windows. Donc là, je vais vous montrer un peu les logiciels. Donc le premier logiciel que vous avez vu ici, j'en ai déjà parlé, c'est un logiciel qui est vraiment propre à l'Eagle, au PC. On retrouve le PC ici. Et donc là, je peux allumer et éteindre mes ports ici. Je peux passer en mode dark pour que les lumières ne s'allument pas. Et je peux accéder à plusieurs réglages, plusieurs informations. Donc là, je vois quand il y a du mouvement. Donc là, il y a eu un petit mouvement. On voit la consommation, on voit l'information d'un clinomètre, enfin, etc. Là, ça me sert vraiment à piloter le PC, en gros. Après, en dehors de ça, donc j'ai d'autres apps. La principale que j'utilise, c'est Nina. Mais Nina, ça va me permettre vraiment de tout faire par rapport à mes shoots, ou presque. Donc, de programmer mes sessions, de suivre les shoots, de voir les photos. Enfin voilà, là ici j'ai tout le matériel que je viens connecter dans Nina. Ici dans l'atlas du ciel, je peux venir chercher les astres que j'ai envie de shooter. Donc là, en fonction des différents critères, je choisis les astres, je vois la course de l'astre dans le ciel. Je peux lui dire, ok, celui-là il me plaît bien, fais-moi un go-to, va pointer l'astre. Je peux venir cadrer différemment ma cible. Ici, c'est pour faire les flats.
Ici, je vais pouvoir venir créer mes séquences, lui dire voilà, je veux que tu commences à telle heure, tu vas commencer par me faire 10 photos de elle, puis tu passeras au rouge, au vert, au bleu, enfin un programmeur de séquences habituel. Et puis ici, voilà, c'est toute la partie où je viens surveiller ce qui se passe. C'est un peu mon tableau de bord où je vois les informations de la monture, la caméra, les filtres. Ici, j'ai les informations liées à l'autoguidage, on en reparle après. Ici, l'autofocus. Et puis là, je verrai mes photos. Là, évidemment, il ne se passe rien. On est en journée en plus. Donc voilà, c'est pas, je vais pas parler plus en détail de Nina. Je ferai sûrement des vidéos tuto dessus. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment dans ce logiciel-là que je passe le plus de temps. À côté de ça, je vais avoir PHD2 ici, qui est le logiciel pour faire le guidage. Parce qu'en fait, Nina va récupérer les informations ici du guidage, mais c'est pas Nina vraiment qui gère le guidage, c'est ce logiciel-là, PHD2, donc qui est très utilisé pour le guidage. Donc voilà, j'ai ça. Ensuite, en planétarium, j'ai Stellarium, donc très connu. Moi, je suis habituée à Sky Safari sous Mac, mais bon, là, c'est Stellarium. Mais honnêtement, je n'utilise pas trop Stellarium. Je vais préférer aller utiliser Sky Safari sur le Mac, chercher mon astre là-bas, puis une fois que c'est fait, hop, venir l'indiquer dans Nina. Ensuite, j'ai tout ce qui est Ascom, ça c'est pour gérer les drivers de mes matériels. Ici, Azimuth, c'est le logiciel pour gérer la monture ZWO AM5. Voilà à quoi ça ressemble, donc très simple. Je connecte la monture. Là, je ne vais pas la connecter puisque je l'ai pas, les ports, je l'ai pas allumé le port, donc elle n'est pas alimentée. Et puis voilà, je peux faire bouger comme les flèches de la raquette GoTo. Et ensuite, ici, c'est une application Pegasus Astro. Ça, c'est pour venir gérer mon rotateur de champ. Ici, Azi Studio, que je n'utilise pas trop. Ici, Wanderer Console, c'est pour venir paramétrer le couvercle à flat, le couvercle qui ouvre et ferme le télescope. Ça, en fait, je l'ai paramétré une fois avec cette application-là. Et après, dans Nina, c'est dans Nina que je le contrôle pour l'ouvrir et le fermer. Ici, ensuite, j'utilise AsiCap pour venir connecter et contrôler et voir les images de ma caméra de surveillance. Bon, là, typiquement, ma caméra, il y a eu un petit problème de mise au point. Donc, j'enverrai un message à David pour qu'on puisse régler ce problème-là. Et donc là, ça permet de surveiller le setup. On peut voir que le toit est fermé, forcément, on est en journée. On peut voir d'autres télescopes sur le côté. Et là, j'ai cru voir, voilà, on voit quelqu'un passer. Donc, il y a quelqu'un dans l'observatoire actuellement qui est sur un autre télescope. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon Eagle ici m'indiquait quelqu'un qui a dû passer nécessairement à côté du télescope pour aller vers l'autre télescope, qu'on a vu un petit pic ici dans le détecteur de mouvement. Et enfin, on a une application liée à Pixel Skies, justement, qui est pour monitorer un petit peu la météo. Donc ici, on a accès à la webcam qui est juste à l'extérieur de l'observatoire, donc qui nous permet de voir le ciel. On a le soleil en pleine journée, mais sinon, je pourrais voir si le ciel est dégagé ou pas. On a des informations aussi ici par rapport à la météo, par rapport à la qualité du ciel, etc. Et enfin, dernière partie dont je voulais vous parler, c'est plusieurs choses en fait. Premièrement, comment choisir l'observatoire dans lequel on laisse son télescope. Il y a plusieurs critères, je vais vous donner tous les critères que moi j'ai pris en compte. Le premier, évidemment, c'est la localisation de l'observatoire, c'est peut-être le critère le plus important. Donc localisation, qu'est-ce que ça comprend? La météo, évidemment. Une des raisons pour laquelle on envoie son télescope, c'est que nous, en France, on n'a pas une météo terrible, donc c'est pour pouvoir chauffer plus souvent, plus longtemps. Généralement, les observatoires vont vous indiquer combien de nuits claires ils ont par an. Donc voilà, c'est des moyennes, évidemment, ça peut varier d'une année à l'autre. La qualité du ciel, évidemment, on veut avoir une bonne météo et un bon ciel, un ciel bien sombre. Ça, ils peuvent vous l'indiquer, vous indiquer le Bortle. Par exemple, moi, je suis en Bortle 2. Et ils peuvent vous donner une information en termes de SQM aussi. Au niveau de la localisation, où il y a des observatoires en remote, il y a les US, le Chili et en Europe, c'est surtout en Espagne. Il y en a d'autres endroits, mais ça fait partie des principales localisations. Le Chili, ciel magnifique. Mais par contre, ciel de l'hémisphère sud. Donc il y a de magnifiques choses dans l'hémisphère sud. Mais voilà, c'est un choix. Et après, l'Espagne, moi je suis en Espagne. En fait, c'est le plus proche de chez nous. Et aussi souvent le moins cher. Mais ça, on en reparle un peu après.
Le deuxième critère, c'est la confiance. Très important, vous allez laisser plusieurs milliers d'euros dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment avoir confiance. Confiance dans le système qui est installé, au niveau de la sécurité, les alarmes, ce qui est prévu en cas de vol, les assurances qui sont prises dans votre forfait, et confiance aussi dans les humains qui gèrent ça, dans les personnes qui gèrent. Donc, de toute façon, vous allez discuter avant avec les personnes pour avoir des renseignements, et vous allez le voir tout de suite au niveau de la relation, est-ce que vous pouvez avoir confiance ou pas. Donc voilà, ça, c'est à vous d'en juger. Ensuite, un autre critère, est-ce qu'il y a quelqu'un sur place H24 ou pas? Ça, c'est une des grosses différences en fonction des observatoires. Certains observatoires, les personnes qui gèrent n'habitent pas sur le site, elles habitent ailleurs. Et pour d'autres observatoires, elles sont sur place. Donc voilà, le fait que les personnes soient sur place, c'est quand même un bel avantage parce que ça permet, quand il y a des petits soucis, des bugs, des petits trucs, que ça puisse être réglé rapidement. Moi, par exemple, j'ai déjà eu des petits bugs, des petits problèmes. Bon, David, qui gère entre autres l'observatoire, en 5 minutes, il a pu aller à l'observatoire. On a pu regarder lui à côté et moi à distance. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, autre critère, la manière dont est géré le toit. Là, ça dépend aussi beaucoup des observatoires. Soit ça va être une gestion individuelle, soit collective. Donc, soit c'est vous qui allez gérer l'ouverture, la fermeture de votre toit, soit vous n'aurez pas la main. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage de l'individuel, c'est que c'est vraiment, par exemple, quand c'est bien nuageux, sauf à un endroit et que vous voulez quand même shooter à cet endroit-là, un toit collectif, peut-être que le toit sera fermé. Alors que si vous aviez eu la main, vous auriez pu l'ouvrir. Par contre, c'est vachement plus de contraintes et vachement plus de responsabilités parce que c'est à vous de faire gaffe à la météo. S'il y a des problèmes, voilà, c'est votre responsabilité, encore une fois. Là où je suis, c'est une gestion du toit collective. Ce n'est pas moi qui le gère, j'ai pas à m'en occuper. Moi, j'ai juste l'information. C'est ouvert, c'est pas ouvert. Et je préfère que ce soit comme ça. Ça, c'est un truc en moins à m'occuper. Au niveau de la gestion du toit aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment le toit est capable de communiquer. Alors déjà via les logiciels d'acquisition d'astrophoto. Généralement, c'est le cas. Par exemple, je le connecte dans Nina, comme ça, Nina peut savoir quand le toit est ouvert ou fermé. Et dans mes séquences, par exemple, je lui dis, tu attends que le toit est ouvert. Et dès que le toit s'ouvre, tu peux continuer ta séquence. Quelle est l'interface aussi pour vous donner accès aux informations? Moi, par exemple, j'ai des notifications sur Telegram pour me dire, hop, le toit vient de s'ouvrir, le toit vient de se fermer avec les heures. Donc voilà, ça c'est vachement pratique aussi. Ensuite, autre critère, c'est l'espace que vous avez sur place. Là, généralement, ça va être 2-3 mètres en fonction des observatoires. C'est concrètement, physiquement, combien de mètres carrés sont disponibles à vous dans l'observatoire. Là, pour moi, c'est pas très important tant qu'il y a la place pour votre setup. La place qui va vous être donnée dépend des observatoires et ça dépend aussi de votre setup. Généralement, on paye un peu à la place qu'on prend. Donc, plus vous avez un gros setup, plus vous prenez de place, plus vous allez payer cher. Autre critère, la connexion Internet. Vous allez vous connecter en remote, donc vous voulez avoir une bonne connexion. Aussi pour récupérer vos photos sur votre PC. Donc, c'est assez important, mais là, généralement, vu que c'est tellement important, les observatoires ont, je pense, tous une bonne connexion. En tout cas, à vérifier. Et évidemment, autre critère forcément très important, c'est le tarif. Ça dépend des observatoires, ça dépend des emplacements. Le moins cher dans les localisations que je vous ai indiquées, c'est l'Espagne. Voilà, l'Espagne est clairement bien moins cher que les US et le Chili. Le Chili, je crois que je n'avais pas regardé, de mémoire, ça doit être cher. Et enfin, dernier petit critère, juste bonus, c'est est-ce qu'il y a un logement sur place ou pas? C'est pas très important, mais bon, si jamais vous comptez aller installer vous-même votre matériel, ça peut être cool. Après, c'est pas forcément complètement obligatoire que le logement soit sur place, mais généralement, les observatoires peuvent aussi vous indiquer des chambres d'hôtes ou voilà, des chambres, des hôtels, peu importe, qui se trouvent pas loin de l'observatoire. Voilà, ça fait beaucoup de critères. En tout cas, c'est tous les points que moi j'ai analysés. De mon côté, j'ai choisi l'observatoire Pixel Skies Astro. Ça fait depuis février que j'y suis et j'en suis toujours très satisfaite. Ça répondait à mes critères. Donc voilà, pour l'instant, j'ai presque pas eu de problème.
J'ai eu un problème de guidage il y a quelques jours, et bah, justement, David a pu aller voir à côté du télescope, voir ce qui se passait et ça a été réglé. Donc vous avez votre matériel, vous savez où vous allez l'installer. Maintenant, comment vous allez installer ça là-bas? En fait, vous avez 2 options. Encore une fois, c'est à voir spécifiquement en fonction des observatoires, mais généralement, c'est ça. Soit vous envoyez le matériel à l'observatoire et eux, ils l'installent. Évidemment, c'est facturé, là, ça dépend encore une fois des services, mais ça va être, généralement, c'est une prestation qui est facturée. Soit vous allez vous-même à l'observatoire et vous installez votre propre matériel. Moi, j'ai choisi d'y aller parce que je trouvais que ça faisait un voyage cool. Je trouvais ça cool de l'installer moi-même, de voir les observatoires. Puis en plus, dans mon cas, ça m'a permis de faire des vidéos. Donc c'était vraiment sympa. Mais voilà, si c'est trop loin, si vous voulez pas vous déplacer, il est tout à fait possible d'envoyer tout votre matériel et que s'en occupe pour vous. Et enfin, un autre truc, un dernier truc que je voulais vous dire, c'est au niveau des réglages. Donc là, vous avez votre matériel, il est installé dans votre observatoire. Maintenant, un petit peu comment ça se passe. Donc on a vu que vous allez tout piloter ça via Nina. Mais vous dites pour le réglage du setup, par exemple tout ce qui est mise au point, changement de filtre, rotation de champ, tous ces trucs-là qui sont électroniques, de toute façon, il n'y a pas de souci, vous l'avez vu, on le fait via le logiciel, vous n'avez pas besoin d'être à côté. Mais il y a un truc pour lequel vous devez être à côté. Là, pour l'instant, il n'y a pas le choix, c'est la mise en station. Donc vous dites, comment je vais faire ma mise en station puisque je ne suis pas à côté? Je ne vais pas demander à quelqu'un tous les soirs, est-ce que tu peux aller me faire ma mise en station? En fait, le gros avantage du pied fixe, donc vraiment une colonne fixée dans le sol, pas un trépied qui bouge pas, parce que le trépied peut toujours un petit peu se décaler, justement, c'est que la mise en station sert à aligner le télescope avec l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre, il bouge pas à notre échelle. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de refaire de mise en station. Ça gagne beaucoup de temps. En fait, ce que vous faites, c'est que vous la faites une fois, la première fois, une fois que vous avez installé votre setup, et après, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ça fait, encore une fois, depuis février, donc quoi, à peu près 4 mois que mon télescope est là-bas. Je n'ai pas eu besoin de refaire de mise en station. J'ai revérifié le réglage, justement, quand on a eu le problème de guidage, là, j'ai vérifié la mise en station. J'étais à 2 degrés d'erreur. C'est pas beaucoup. Pour mon setup, j'aurais pu ne pas la refaire. Bon, pendant qu'on y était, du coup, j'ai demandé à David de refaire la mise en station, puisqu'évidemment, moi, je pouvais pas bouger l'azimut et la latitude de mon côté. Mais voilà, normalement, vous n'avez pas besoin de la refaire. Ouais, si vraiment il y a besoin, vous la referez ponctuellement et là, vous pourrez demander à la personne qui gère l'observatoire de prendre quelques minutes avec vous pour la faire. Voilà pour tout ça, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous comptez vous lancer dans le remote, je suis très enthousiaste pour vous parce que franchement, c'est un vrai plaisir de faire de l'astrophoto comme ça. Moi encore, le week-end dernier, j'étais pas là. J'avais juste mon téléphone. Donc j'ai pris mon téléphone. En 3 minutes, j'ai programmé la session et le télescope a commencé à shooter. J'ai même vu un mec dans un message je sais plus où qui disait qu'il était en plein concert et qu'il a programmé, qu'il a lancé son télescope en plein pendant le concert. Donc franchement, c'est vraiment super confortable. Alors oui, le problème c'est que du coup, on a plus ce côté physique, ce côté toucher le télescope. Moi j'aimais bien le regarder dans mon salon, etc. Donc ça manque, honnêtement, c'est vrai. Mais malgré tout, le confort, le temps qu'on gagne, la qualité des photos, la météo, enfin, tout ça fait que c'est quand même vachement avantageux. Pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez donc récupérer le doc qui récap toute la vidéo gratuitement dans la description. Je vous ai mis aussi le lien vers tout le matériel dont je parle. Et sur ce, je vous souhaite de bons shootings en remote et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.